s'il y en a un des deux qui gagne dans le couple, de toute façon les deux perdent. Parce que pour le cerveau, il vaut mieux de l'attention négative que pas d'attention du tout. Chérie, tout à l'heure, on a eu une discussion et tu me disais, putain, ça me fait vraiment penser au triangle de Cartman. Et moi, je t'ai réenchaîné avec le fait que ça me faisait penser au concept de la relation d'aide versus la relation de sauvetage en analyse transactionnelle. Et on s'est dit, putain, ça c'est un sujet intéressant pour le couple. Ouais, ça m'a bien plu. Cool. Par où on commence, du coup? L'idée, c'est d'éviter de donner des conseils pour sortir de la relation du triangle de Cartman quand on est en couple. Bah, l'idée pour moi d'abord c'était de savoir c'est quoi le triangle de Exactement. Cartman et de le reconnaître. Ouais. Et après, bah, une fois que je l'ai reconnu, comment j'en sors? Parce que c'est bien beau de le voir, mais après on peut se poser aussi la question du coup quel positionnement je prends, parce que de toute façon je peux pas ne rien faire. Ouais. Donc voilà. voilà. C'est quoi le triangle de Cartman? C'est moi qui dis. Bah, tu peux commencer. Donc le triangle de Cartman, c'est ce fameux triangle infernal du victime, bourreau, sauveur. Si je dis pas de bêtises, c'est le gars, il s'appelle Cartman, non? Celui qui a. Ouais, bah, c'est un gars, si je dis pas de bêtises, justement, c'est un dérivé de l'analyse transactionnelle. Ah, okay. Justement, c'est quelqu'un qui a étudié l'analyse transactionnelle et qui a simplifié des postures de adulte, enfant. En gros, le persécuteur, je crois que c'est plutôt que bourreau, c'est persécuteur le vrai mot, mais c'est l'adulte, c'est le parent normatif, qui est un des rôles de l'analyse transactionnelle. Parce qu'il y a le parent nourricier, donc qui est cool, qui va prendre soin, et puis il y a le parent normatif qui tape un peu fort, quoi. En gros, papa méchant, et puis maman, on peut dire, enfin papa, maman. Et donc le bourreau, c'est quand on est que dans le côté négatif du parent. Rigide. Ouais, rigide, qui pose les normes, qui challenge beaucoup trop, qui est que dans le challenge, on va dire. La victime, c'est la personne qui va avoir du mal à prendre ses responsabilités et qui va voir à l'extérieur énormément d'injustices et qui du coup de ces injustices il va rien en faire, il va juste les subir. Et dans l'analyse transactionnelle, c'est ce qu'on appelle l'enfant adapté soumis, parce qu'être un enfant à des endroits c'est ok d'être aussi en posture un peu enfant, mais quand c'est vraiment soumis, il y a une notion de soumission, et quand on est que là-dedans, encore une fois il y a des moments où ça peut être cool, mais quand on est que là-dedans... Et est-ce qu'il n'y a pas l'enfant le rebelle? Parce que le rebelle, il oui, peut être si, aussi... ça peut aussi. C'est après, en reprenant la posture du rebelle, que tu peux te retrouver justement en te rebellant de nouveau dans le bourreau. Mais... Okay. Bon, là, on part un peu trop loin. Et c'est moi qui suis parlé trop loin en faisant le lien avec l'analyse transactionnelle, mais c'est ça, t'as raison. Donc, il y a un triangle avec persécuteur, ou bourreau, victime et un sauveur. Et il y a, joyeusement, rentrons dans le triangle et on va chacun, tant qu'on n'en a pas conscience, prendre les différents rôles. Une même personne, elle peut se retrouver à la fois à un moment donné victime, et puis passer bourreau, et puis repasser victime, et passer sauveur. Sachant que ce jeu ne se joue pas bien sûr tout seul, il se joue à deux ou à plusieurs, et donc on va voir si moi je me mets dans une position de victime, je vais appeler à moi des sauveurs. Ou des persécuteurs. Parce que justement, c'est la posture qui appelle les deux autres. La posture va appeler ou l'un ou l'autre. Et moi qui étais victime, je peux à un moment donné aussi devenir soit le bourreau, soit le sauveur. Voilà. Les rôles comme ça s'interchangent. Se changent, ouais. Ce qui me fait penser aussi qu'ils existent aussi, tu l'as dit, ils se jouent à deux, mais ils se jouent aussi tout seuls. Avec nous-mêmes, on est parfois en posture de victime, et ensuite on essaie un petit peu de se sauver, et ensuite de se persécuter quand il y a des parts intérieures qui... le jeu, il commence là-dedans. Tu vois, moi-même, voir comment je me faisais ça, mais ouais. Mais il existe, et souvent c'est justement parce qu'il y a des endroits de nous-mêmes qu'on persécute, qu'on va aussi persécuter quelqu'un d'autre qui se pense en victime. Mais bon, rentrons pas trop dans les trucs compliqués, mais ça se joue tout seul. Disons qu'il est plus visible quand ça se joue à deux, parce que ça gueule un peu plus, où il y a des manifestations plus directes, alors qu'en intra-psychique, à l'intérieur de soi-même, c'est un peu plus compliqué déjà à percevoir. C'est plus compliqué de les voir. Donc il y a des bourreaux qui vont être ceux qui vont plutôt dénigrer les autres ou les rabaisser. Les rabaisser, exactement. Il y a des sauveurs qui vont plutôt se rabaisser pour élever les autres, qui vont plutôt tout faire pour élever les autres, mais en faisant ça, ils se placent eux-mêmes, ils ne prennent pas en compte leurs propres besoins, donc au bout d'un moment, il y a une espèce de transfert de j'aide l'autre. On ne me demande pas, mais j'aide. Voilà. C'est surtout cette posture quand on est vraiment
Dans le triangle de Karpman, donc qui est un positionnement plus négatif, si je me positionne en sauveur, je vais sauver même quand on ne me demande pas de l'aide. Et c'est là où justement où c'est dramatique. Et le dernier, du coup, la victime qui en effet va juste se plaindre, mais justement sans être au contact de ses besoins, sans savoir de quoi elle a besoin, elle a juste en fait besoin d'être plainte. Et s'il y a quelqu'un en face qui va être trigger par ça, il va plutôt prendre la posture et ça va le saouler, quelqu'un qui se plaint, et il va dire de toute façon tu casses les couilles, tu fais jamais rien. Le persécuteur. Ou au contraire, ça peut être activé chez nous, une posture de sauveur, de oh, ma pauvre petit, attends, viens, je vais t'aider. Je vais tout faire pour toi, je vais tout faire pour te sauver et que tu te sentes bien grâce à ce que je t'apporte. Et évidemment, là où c'est intéressant et pervers et dramatique dans l'idée, c'est que ça tourne et typiquement, ils ont tous tort, entre guillemets, là-dedans. Enfin, chacun joue un jeu de je prends pas complètement mes responsabilités, je ne me rends pas compte de ce qui se joue en moi et j'utilise l'autre, quelque part, pour jouer un rôle qui me va bien parce que je ne suis même pas capable de reconnaître ce qui se passe. C'est pas parce qu'on voit quelqu'un en mode victime qu'on est obligé de la sauver. Exactement. C'est pas parce qu'on voit quelqu'un en mode victime qu'on est obligé de la persécuter. Du coup, ça me fait penser, est-ce qu'on pourrait partir sur, par exemple, si je me mets dans la position de sauveur et que j'ai une victime en face de moi, voir que pour le sauveur, ce qui peut s'activer justement, c'est j'ai du mal à être à l'écoute de mes propres besoins, j'ai du mal à me sauver moi-même. Oh, génial, j'ai une victime en face de moi et là je vais tout faire pour l'aider, tout faire pour la sauver et du coup c'est plus facile de le faire pour l'autre que de le faire pour soi. Ouais, et puis c'est valorisant. C'est valorisant, ouais. Encore une fois, c'est important. Les trois sont aussi nuls l'un que l'autre dans la systémie parce que les trois ne prennent pas conscience qu'ils ont une partie, un vrai rôle à jouer pour sortir du triangle. Même si sociétalement, là, quand on dit, même quand on dit, bah oui, le sauveur, il est plus gentil que le persécuteur. Et au tribunal, c'est quand même en général le persécuteur qui va aller en prison. Mais le sauveur ou la victime a autant sa responsabilité dans la perpétuation de ce truc de merde. Et le sauveur, à un endroit, s'il se rend compte, merde, je vais sauver, et du coup, je vais continuer à engendrer un scénario, il peut limite empêcher qu'à un moment, ça crée un truc qui finisse au tribunal aussi, juste en disant, attends, là, je suis en train de sauver alors qu'il ne faut pas. Je mets 10 balles dans la machine du triangle dramatique. Donc, en ce sens-là, la responsabilité, on peut la reprendre à cet endroit-là et se dire, attends, ok. C'est la différence entre responsable et pas coupable, quoi. Enfin, c'est-à-dire, oui, le persécuteur, il est plus salaud au tribunal. Oui, la victime, on a tous envie d'être la victime. Oui, c'est la victime, c'est le gentil, entre guillemets. Mais quelqu'un qui joue sa victime, il va créer l'opportunité pour que quelqu'un d'autre joue le rôle de persécuteur ou de victime, ou de sauveur. Mais en fait, ils ont tous vraiment la responsabilité de dire « Oh, attends, qu'est-ce qui se joue là entre nous ? Waouh !» On met pause et on écoute ce qui se passe chacun pour nous et on laisse à l'autre sa part de responsabilité, quoi. Du coup, voilà, le sauveur, j'ai une victime en face de moi, j'arrive pas à prendre en charge mes propres merdes, mes propres zones d'ombre, les endroits où moi-même j'arrive pas à évoluer. Génial, j'ai une victime, je vais tout faire pour l'aider et ça va vraiment me nourrir, me donner, comme tu dis, un rôle, une importance. Le persécuteur, ce qui est cool pour moi de voir, c'est que quand ça l'active, c'est souvent que la vulnérabilité qui est vue chez la victime, ça fait un écho parfois aussi de la vulnérabilité que le persécuteur ne veut pas voir chez lui. Et du coup, j'ai une énorme... j'ai il ne veut pas reconnaître qu'il y a des endroits que je ne veux pas voir. Et du coup, ça me met en réaction. Donc, vu que je ne veux pas la voir chez moi et que là, je la vois chez l'autre, je rejette. C'est ça, je veux la repousser. Je repousse, je rabaisse. Je lui dis, tu ne devrais pas te prendre la tête pour ça. Ce que tu ressens, sors-toi les doigts. Ta gueule, ça peut être plein de trucs. Vraiment dénigrer parce que la vulnérabilité que je vois en face de moi me ramène à ma propre vulnérabilité, à mes propres zones d'ombre, le travail, des blessures, des traumas, tout ça. Je ne veux pas les voir, je les rejette. Du coup, je les projette à l'extérieur et j'essaye de les éloigner. Non seulement je les projette à l'extérieur, comme ça je n'ai pas à les reconnaître chez moi, et en plus je me mets en colère contre l'extérieur, comme ça j'ai l'impression d'être fort et de pas encore moins l'avoir chez moi, quoi. Et la victime ne se rend pas compte qu'elle ne formule pas des demandes claires, qu'elle n'exprime pas non plus là en fait je vais te partager quelque chose mais j'ai juste besoin d'être écoutée, ça peut être ça. Non, elle va déverser, elle va pas trop comprendre
Si elle est face à une personne qui va lui amener des solutions, elle va dire mais non, mais qu'est-ce qu'il dit, j'ai jamais demandé des solutions. Ben oui, mais elle n'aura pas clarifié. Elle ne prend pas non plus sa responsabilité parce qu'elle va se dire, je sais pas moi, dans mon travail, j'ai telle personne qui est pas gentille avec moi, qui me fait la misère. Qu'est-ce qu'il peut y avoir ou en famille ou avec un compagnon. Voilà, il va vraiment y avoir l'extérieur me veut du mal. C'est un peu la partie vampire émotionnel, Ouais. de genre j'ai pas d'énergie pour moi-même, je suis pas capable de prendre en charge mes propres besoins, du coup je vais me placer en position de victime, même si c'est inconscient, de sorte à ce que d'autres personnes, au moins, même pas s'ils résolvent, le but c'est même pas forcément qu'ils résolvent mes problèmes pour moi, c'est juste que je chope de l'énergie en me plaçant en victime et que quelqu'un prenne un peu soin et qu'on reconnaisse au moins que je suis en train de souffrir, que ceci, cela. Il n'y a pas forcément même l'envie, justement. S'il y avait un besoin très clairement formulé de écoute, je suis en galère là-dessus, j'ai besoin d'aide, est-ce que tu peux m'aider? Là, il y aurait déjà une reconnaissance de waouh, je suis au point A, je veux aller au point B. Alors que là, c'est plutôt je suis au point A, j'ai absolument pas envie d'en bouger parce que c'est une stratégie qui me va très bien pour obtenir de l'attention, inconsciente, encore une fois, mais surtout, venez pas m'emmerder à me proposer des solutions parce que ça me montrerait encore plus le chemin pour sortir de ça et je sais pas faire. Et je suis qui si j'ai trouvé ma solution et que j'ai plus de problème pour avoir des gens autour qui peuvent plus Une bonne me plaindre. manière aussi de le découvrir, c'est la victime, donc elle va se plaindre. L'autre personne en face, selon le positionnement, donc soit elle propose, soit elle rejette, et la victime va dire oui mais, oui mais. Oui, voilà. Oui, mais à toutes les propositions, il y aura oui mais, donc oui mais, bon, c'est des noms déguisés, parce que le sujet de la demande, c'était juste de se plaindre et de récupérer de l'attention. Parce que malheureusement, il y a des personnes qui ont aussi appris à recevoir de l'attention négative, parce que pour le cerveau, il vaut mieux de l'attention négative que pas d'attention du tout. On est des êtres sociaux et fondamentalement, c'est toute la base de l'analyse transactionnelle, justement. L'idée, c'est qu'elle est stroke. Quand tu es petit, ça a été prouvé que des enfants, si on les laissait dans un endroit sans être caressés, même au bout de quelques semaines, ils mourraient. Ouais. Genre si tu n'as pas ça s'appelle l'hospitalisme. de caresses physiques. Et après, en grandissant, évidemment, on est capable de se donner des caresses physiques à nous-mêmes. Par contre, on n'est pas forcément capable de se donner ces caresses émotionnelles. Et du coup, on préfère se prendre une baffe émotionnelle, quitte à jouer un jeu inconscient, de se mettre en victime et d'aller attirer un persécuteur qui va nous foutre une baffe encore émotionnelle. Mais c'est mieux que zéro. Ouais. C'est mieux que pas d'énergie. Mieux vaut de l'énergie négative que pas d'énergie. Au moins, il y a quelque chose. On se sent un peu quelque part vivant, là où à l'intérieur, on pourrait se sentir un petit peu mourir, quoi. C'est ça. Et c'est important, j'ai remarqué, tu l'as dit et moi aussi j'ai dû le faire, la victime, le persécuteur, non en fait c'est la position de victime, la position de sauveur, la position de persécuteur. Oui. Il y a des tendances chez les gens d'incarner plus ou moins l'une, mais on les joue tous et il n'y a pas des victimes, des sauveurs, des persécuteurs, il y a des énergies en nous qu'on va manifester et en fonction de qui on a en face aussi. On peut très bien être une victime et d'un coup j'ai en face de moi quelqu'un qui est encore plus victime que moi. Et je vais du coup déclencher soit le sauveur, soit le bourreau. Franchement, c'est vraiment... Et ça dépend aussi des rôles. Tu peux très bien avoir quelqu'un, je sais pas, qui va être le sauveur dans son lieu de travail et la victime à la maison, ou le persécuteur à la maison et un sauveur au travail. Suivant les personnes qu'on a en face, suivant l'énergie à laquelle ça nous renvoie, parce qu'on est à chaque fois en train de rejouer un rôle avec une personne qui rappelle un peu des histoires d'enfance ou des trucs déjà vécus. Donc pour certains, ça peut être avec certaines figures d'autorité, je vais me placer en victime. Et avec d'autres plutôt en sauveur. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent se jouer. C'est des énergies comme ça un peu... Et surtout, on y joue tous quand même. C'est ça qui est important. On y joue plus ou moins, et plus on peut devenir un peu conscient de ces mécanismes, plus on peut faire une pause de « Ok, là il se passe un truc, comment est-ce que j'en sors ?» Et c'est même pour moi le but de connaître que ce triangle existe. Parce que pour être honnête, ça peut m'arriver aussi d'y retomber dedans. Mais d'en avoir conscience, ça peut vraiment me permettre de « Ah, attends, là il y a ça qui se joue. » C'est en train de toucher ça chez moi, je sais pas, voilà, ça me déclenche le bourreau, le persécuteur à l'intérieur de moi. Qu'est-ce que la personne est venue réveiller chez moi? Pareil si le sauveur se réveille, pareil si c'est la victime qui se réveille. Et là où c'est intéressant, c'est évidemment le couple. C'est un super lieu pour jouer au triangle de Cartman, parce qu'encore une fois... Même si l'idée c'est d'aller vers de l'intimité, des échanges de « Ah chérie, j'ai besoin de tel truc », ça implique déjà d'être soi-même au contact de ce qui se joue vraiment à ce moment-là. Et le couple, c'est évidemment un espace où on se connaît bien, où on sait les jeux inconsciemment, encore une fois, les accroches que l'autre peut avoir. Et du coup, on va rechercher de l'énergie négative dans cette interaction plutôt que pas d'énergie, enfin plutôt que rien.
si on n'est pas capable d'aller en obtenir autrement. Donc toute l'idée, c'est de prendre conscience, que ça existe. Il y a un truc pas cool qui se joue, de faire une pause et de se dire de temps en temps, tant qu'on peut, c'est attends, est-ce que là il y a un rôle, il y a un jeu de victime, bourreau, sauveur qui est en train de se jouer. C'est ça. D'ailleurs, tu as dit les Oui Mais, ça me fait penser, on mettra un extrait aussi du film Oui Mais. C'est ça le titre d'ailleurs. Ouais, le titre c'est Oui Mais. Ouais, toujours pas regardé. Enfin, moi je l'ai toujours pas regardé. Ah, tu l'as vu? Il est incroyable. Tout le film vaut le coup, mais on mettra quand même, je pense, juste l'extrait du passage avec le jardinier, où il y a vraiment cette posture de victime. Et ensuite, derrière, le sauveur qui fait plein de propositions. La posture de victime qui dit oui mais, oui mais, oui mais, oui mais, oui mais. Et à un moment, le sauveur, il dit de toute façon, tu fais chier quoi. Puis à un moment, la personne qui se repositionne. Ah non, pardon, c'est pas ça. L'autre qui fait des oui mais, du ouais, et puis à la fin il fait de toute façon tu peux pas comprendre. Ah oui, voilà. Et du coup c'est le sauveur se retrouve victime et la victime se retrouve persécuteur. Et puis ça pourrait continuer comme ça, on peut imaginer la suite de l'interaction où ça tourne. Et c'est fascinant parce que cette scène-là, je trouve qu'elle montre des trucs qu'on a tous vécu et qu'on vit régulièrement. Et ce qui est fascinant pour moi vraiment, c'est que tant qu'on n'en a pas conscience, c'est vraiment compliqué de reprendre sa responsabilité sur ce qui se passe. Et ça me fait encore penser à Carl Jung qui dit tant qu'on ne met pas de la conscience sur l'inconscient, il continuera à diriger notre vie et on appellera ça le destin. Parce qu'il y a des gens qui pourraient dire mais de toute façon, tous les gens que je rencontre, par exemple une femme ou un mec, tous les mecs c'est des connards, machin, ceci. Ouais, déjà, avec le filtre du triangle de Karpman, on peut peut-être se rendre compte qu'on est en train de jouer certains rôles qui font qu'on active chez l'autre d'autres types de rôles pour continuer à maintenir un peu la même croyance. Donc c'est un truc qui fonctionne bien. Et alors comment on en sort? C'est ce que j'allais te dire. Du coup, maintenant qu'on a dit ça, c'est quoi la suite? Bon déjà, on essaye bon chance. D'être bon chance. C'est pas facile. Moi ça fait au moins, je sais pas, plus de 10 ans que je pense que je connais ces concepts et pour autant ça chemine, mais c'est pas toujours incarné. Si je peux aller sur en premier la victime, et je prends mon exemple, j'arrive d'une dure journée où je suis pas bien, ou je sais pas, il y a eu des trucs compliqués dans ma journée, et j'arrive et là j'ai mon chéri qui est mon sauveur, et je vais lui un peu déverser ça. Si juste je déverse et que je clarifie pas ce dont j'ai besoin, lui il va se prendre toute cette décharge d'informations, sachant qu'en plus mon chéri il a tendance à bien aimer trouver des solutions et il va m'amener plein de solutions. Mais elle n'a pas envie de solution à ce moment-là. Elle a envie d'être entendue. Moi je veux juste qu'on me dise oui tu as raison, c'est trop dur. Donc bon, la première étape, quand je suis dans cette position de victime, ça serait déjà juste de reconnaître qu'est-ce qui s'est passé pour moi. Voilà chérie, je vais te partager quelque chose parce que on va pas se mentir, le but n'est pas de ne plus rien dire et de ne plus rien communiquer. C'est clair. C'est pas ça l'idée. L'idée c'est juste de pouvoir, je vais te partager un truc, juste rassure-toi, je cherche pas de solution, juste je parle d'un sujet comme si je parlais de météo quoi en fait. Aujourd'hui il s'est passé ça pour moi, c'était dur, donc peut-être moi déjà reconnaître c'était dur, je sais pas encore ce que je vais en faire. Je te le partage juste parce que on se partage nos journées et sinon en fait on se dit plus rien quoi. Voilà, comment ça a été ta journée? Oui, très bien. Donc, je te dirai rien parce que j'ai pas envie d'avoir une position de victime. Voilà. C'était ok. Donc juste clarifier, soit j'ai juste besoin d'être entendue, soit en fait j'ai passé une grosse journée, juste est-ce qu'on peut faire un câlin? Ça peut être ça aussi. Ou ça peut être aussi j'ai passé une mauvaise journée et juste je vais un petit peu m'isoler 10 minutes pour juste clarifier ce qui se passe, parce qu'en clarifiant je reprends ma responsabilité, c'est à moi, c'est pas à toi, t'as rien à en faire, ça m'appartient. Je sais pas si tu et non mais carrément, l'autre truc à rajouter c'est que là c'est un exemple fictif mais qui a sûrement pu exister et l'inverse existe aussi, qu'on soit clair, ok, quand elle fait ça, soit super, elle arrive à s'en rendre compte avant et puis moi j'ai rien à faire, j'ai juste super, tu m'as fait une super demande formulée, tu m'expliques exactement ce que tu veux et moi derrière on va en parler derrière, je suis libre d'y répondre ou pas. Je peux aussi lui dire là chérie, désolé, j'aimerais beaucoup mais en fait c'est pas le moment pour moi, je fais autre chose et tout. Tellement précieux ça, c'est tellement précieux mais du coup ça implique, ça c'est si toi
tu arrives à faire une demande formulée, j'ai le droit de la refuser. Ouais. Mais même si tu arrives et que tu me déverses les trucs, là, c'est à moi de dire attends. Et c'est pas facile, justement. Là, c'est au sauveur, dans ce cas-là fictif que tu racontes. Attends, qu'est-ce qui se joue là, en fait? Je vois qu'elle me raconte ces trucs tout de suite. J'ai envie d'aider, enfin, j'ai envie de sauver, enfin, j'ai envie de prendre soin et tout. Mais attends, si je me lance dans j'ai pas compris exactement le vrai besoin émotionnel qu'il y avait derrière, et je commence à donner des solutions, puis à un moment, ça va se retourner, va dire mais de toute façon, tu m'écoutes jamais, tu fais chier, j'avais juste envie de te raconter mes trucs et tout. En fait, c'est aussi de ma responsabilité, parce que j'ai pas capté qu'en fait, il y avait un truc qui se jouait chez elle, et que moi, il y avait aussi le fait que super, je vais pouvoir me sentir comme le chevalier blanc qui aide ma chérie et qui me donne de la valeur en faisant ça, quoi, la demoiselle en détresse. Ouais. Alors que je peux aussi dire, ok, je prends sur moi, soit en conscience et je me dis, je vais peut-être pas lui balancer tout de suite, chérie, tu es en posture de victime, s'il te plaît, ressaisis-toi. Non, je peux le faire en conscience, de me dire, ok, là je vais écouter, je vais pas forcément chercher de solution, je vais pas chercher à sauver. Si l'espace se présente, je peux lui dire, tiens, moi je sens qu'il y a une posture de sauveur qui s'active chez moi, peut-être que du coup, toi, tu peux regarder en mode victime, ou juste un câlin, sans trop sans chercher à sauver. Mais tu peux aussi très bien dire, ok, par rapport à ça, de quoi tu as besoin. Oui, voilà. Et après, ça c'est le truc, remettre la responsabilité de quoi tu as besoin par rapport à ça. Mais ça implique moi aussi d'être capable de voir que justement, il y a un truc de sauveur qui est en train de s'activer. Ouais. De reconnaître que moi, j'ai besoin, il y aurait un besoin non assouvi de ne pas aider ou de ne pas sauver quelqu'un. Ouais. Et là, du coup, de dire, ok, je reprends mon besoin, je me connecte du coup au sien, de quoi tu as vraiment besoin, sans rentrer dans une analyse robotique de la CNV non plus, d'être tout le temps en mode de quoi tu as besoin, Comme je te dis, il y a aussi des implicites. Bien sûr. Je te l'ai déjà fait en rigolant. Je sais plus, tu m'as dit, chérie, c'est quoi, je t'avais fait une dinguerie. Tu me dis, chérie, il y a un truc qui est tombé dans la. C'était quoi déjà que tu m'as dans les toilettes, une dinguerie. Chérie, il y a la. Merde, je l'ai plus. Bon. Allez, toilettes. Les toilettes sont bouchées. Voilà. Après, si on a aussi le droit de comprendre les implicites, et j'ai compris qu'elle joue pas forcément la victime, mais que c'est une demande non formulée de venir l'aider à déboucher les toilettes. Je pourrais aussi jouer, d'accord. Donc ce que tu me dis là, c'est que les toilettes sont bouchées. Et du coup, chérie, quel est ton besoin par rapport à ça? Faut pas être débile non plus. Par contre, si elle me dit, putain, j'en ai vraiment marre là, machin, puis telle chose qui est arrivée, puis va. Puis ma chef a fait ci, puis mon collègue a fait ça. Puis et là, si tout de suite je suis en mode, attends, peut-être que tu pourrais essayer de faire ça, attends, viens, on va les appeler. Voilà, là je tombe dedans, je tombe dans le piège. C'est ça. Et c'est pas facile, parce que les deux, du coup, doivent être conscients, j'aime pas trop ce mot, mais l'idée c'est de sentir un peu ce qui se joue, pour pas plonger dans la systémie, et puis, et puis se retrouver 5 minutes plus tard à ce que les deux, c'est ça l'intérêt d'un jeu, c'est un jeu psychologique, on est transactionnel, le triangle de Karpman est un jeu, un mode méta de jeu, parce qu'il y a plein de sous-jeux dedans, et où à la fin, l'idée c'est une interaction, où à la fin les deux se sentent mal. Ah oui. Ça c'est important. Si tu as des interactions en couple, que tu sois un homme ou une femme, tu fais des trucs où tu sens qu'il y a de l'énergie qui est échangée, des trucs, tu t'essayes de ton mieux, tu comprends, et qu'à la fin tu te sens pas bien et l'autre non plus, c'était un jeu psychologique. Et qu'il y a du coup les besoins pas ressentis, et du coup comme le dit cette phrase, tu peux jamais avoir assez de ce dont tu n'as pas besoin. Et du coup, si tu sais pas de quoi tu as besoin et l'autre essaye de t'en balancer, du coup ça lui coûte quand même un peu, et ainsi de suite, et personne sait de quoi il a besoin, du coup tout le monde donne, et en même temps pas ce qu'il faut, et à la fin tout le monde est là, putain j'ai donné, j'ai pas reçu ce que je voulais, l'autre pareil, fait chier quoi. Et tu peux te dire, putain on est dans un couple toxique, rien qui va, alors qu'il y a juste deux personnes qui savent pas ce qu'elles veulent, et du coup elles attendent à moitié inconsciemment que l'autre le remplisse, sans savoir eux-mêmes comment se le donner, quoi. Exactement. Donc ça aide pas. Ouais, bien joué sur ça. C'est un bon indicateur à la fin. Si tous les deux on se sent vidés, c'est qu'on est passé à côté de. Toujours cette phrase, s'il y en a un des deux qui gagne dans le couple, de toute façon les deux perdent. Mais si en plus les deux se sentent mal, alors là c'est encore plus signe que ça n'a pas marché. Et du coup, quand on est persécuté. C'est une ville au Japon qui nous a plu. C'est une station. C'est un quartier. C'est un quartier. Précisons. De Tokyo. Je t'ai perturbé là. Oui, tu m'as perturbé là. Quel est ton besoin, chérie? De me reconcentrer. De te reconcentrer. Et donc quand je suis dans la posture de persécuteur, comment en sortir, comment la détecter? Là, moi, je vais donner mon exemple.
Ah là, tu voulais faire le troisième point du cercle, c'est vrai qu'on a dit sauveur, persécuteur. On a fait victime. Ouais, on a fait victime, sauveur. Ça va être tout simplement, la personne parle, je sens que j'ai envie de la défoncer, de lui dire mais réveille-toi, tu vas te bouger. Voilà. Quand je sens que ça commence à faire ça à l'intérieur de moi, si je peux, en fait, le premier mouvement, ça serait déjà de me donner de l'empathie à moi-même. Si je peux, ça serait de dire ok, là, je suis inconfortable et je vais pas en fait rentrer dans la discussion, et c'est dur hein, parce que ça serait de poser écoute, là je sais pas trop quoi faire de ce que tu me dis, je sens que j'ai pas les ressources nécessaires, est-ce qu'on peut en reparler dans quelques minutes ou dans quelques heures? Comme le persécuteur, je te coupe, excuse-moi, mais persécuteur, c'est parent normatif un peu bourrin. Là, c'est reposer un cadre, mais clair et respectueux de l'autre quand même. C'est-à-dire, je pose un cadre pour moi parce que j'ai pas envie de me laisser envahir non plus, mais je respecte l'autre quand même en disant je vais pas non plus aller trop loin. Je vais dire écoute là, soit c'est pas le moment, soit j'ai pas envie d'avoir cette discussion maintenant, soit là, mais sans forcément insulter l'autre, sans forcément lui dire ou penser que c'est qu'une merde, c'est juste là, pour moi c'est pas ok ce qui est en train de se jouer. Et ça peut être aussi, je sens le persécuteur qui s'active, mais j'arrive moi-même à lui dire ok, je vais pas, comment dire, j'ai pas à prendre sa vulnérabilité, allez, juste ça peut me faire le signal, j'ai une vulnérabilité chez moi à aller voir. Et je peux dire à l'autre, écoute, ce que tu me dis, ça me ferait plaisir de te partager quelque chose, mais est-ce que tu es prêt à l'entendre ou pas? Parce que ça peut être un peu compliqué. Ouais, tu peux aussi faire ça. Ouais. Tu vois? Ça, tu lui donnes un petit peu le choix. Tu donnes le choix. On avait parlé de ça une fois. Purée, je me rappelle plus dans quelle situation c'était, où on s'était dit, bah ouais, ça peut être cool, la personne présente quelque chose. On sent en fait que dans ce qu'on va dire, ça va pas lui plaire, et en fait lui laisser le choix, est-ce que tu es ok de l'entendre ou pas? Si elle dit oui, ben on peut y aller, mais voilà, avec beaucoup d'amour et de respect, et si elle dit non, ben en fait on respecte, mais on ne va pas dans ce rôle de toute façon, ok, j'ai pas pu faire persécuteur, alors du coup je fais sauveur. Non, je le reprends pas non plus. Et après on peut aussi le faire, justement d'aller voir, ok, qu'est-ce que ça vient justement toucher chez nous, comme tu dis, la vulnérabilité, et d'aller voir en quoi potentiellement c'est un avantage pour nous ou pour les autres, quand nous aussi, dans le passé, on a eu cette posture de vulnérabilité, pour pas en vouloir à l'autre d'être comme ça, et se dire, ok, moi quand je l'ai fait, en fait c'était ok, j'ai fait comme j'ai pu, cette personne elle fait comme elle a pu, et puis voilà, je suis pas obligé de m'en mêler, ni d'éradiquer cette posture-là de la planète, parce qu'elle a aussi sa place, il y a aussi plein de choses qui peuvent fonctionner. Dans le cadeau, ça serait, quand il y a le persécuteur, le bourreau qui est activé à l'intérieur de nous, de voir le cadeau, ça nous fait toucher à l'intérieur de nous quand même un sentiment d'impuissance, et justement de voir, purée, c'est un endroit où je me sens impuissant et du coup c'est désagréable pour moi, mais c'est ma propre impuissance. C'est vrai, très, très juste d'accepter l'impuissance qu'on voit chez l'autre, et du coup que si on la voit et qu'elle nous énerve, c'est qu'elle est aussi chez nous, parce qu'en général si on n'avait pas de problème avec notre impuissance, on n'aurait pas de problème avec l'impuissance des autres. T'as raison, c'est juste connecter à ça et dire ok, cool, parfois je suis impuissant, ok, génial, ça fait chier, mais c'est pas la peine d'en rajouter une couche et de mettre du soin dessus. Ça me fait penser, pour justement vraiment sortir, parce qu'il y a quand même toujours un peu à ce niveau-là cette relation de sauveur, c'est quand même un peu, on peut dire que la victime cherche à être sauvée inconsciemment, le sauveur cherche à sauver, le persécuteur il a envie de pointer du doigt que le sauvetage c'est pas ok quoi, inconsciemment aussi il y a cette notion de sauvetage, et du coup l'idée c'est de re-rentrer dans une relation un peu plus mature, ou j'ai envie de dire plus une relation d'aide à ce moment-là. On a le droit d'aider quelqu'un qui se met en posture de victime, on a le droit d'aider même quelqu'un à qui on dirait bah tiens là reprends ta responsabilité, mais du coup c'est quoi la différence entre sauver et aider, et c'est là... C'était ce dont tu m'as parlé du coup tout à l'heure. Ouais, tout à l'heure. Ça pareil, ça m'analyse transactionnelle. Enfin, je ne sais même pas si c'est l'analyse transactionnelle ou si c'est quelqu'un en tout cas qui me l'a enseigné. C'est l'idée, il y a 4 facteurs de différenciation. Celui-là, souvent, ça pique. Quand il réfléchit bien, ça pique fort.
4 facteurs qui différencient si je suis dans une relation d'aide ou si je suis en train de sauver quelqu'un. Là, c'est pour le sauveur en général, on va dire, enfin pour la personne en position d'aide. Est-ce qu'il y a une demande clairement formulée? Typiquement, bon, et après, on parle des cas un peu critiques, genre chérie, les chiottes sont bouchées. Non, c'est pas clairement formulé, mais dans l'implicite d'un couple, en général, on peut accepter que ça veut dire est-ce que tu peux venir m'aider à la déboucher? Par contre, quelqu'un qui dirait oh là là, j'ai pas assez d'argent pour partir en vacances. Elle vous a pas demandé des sous, clairement. Elle vous a pas demandé d'aide, elle s'est juste plainte pour dire qu'elle avait pas de sous. Elle a pas dit j'aimerais partir en vacances, est-ce que ce serait ok pour toi de me donner 500 balles? Là, il y a une demande formulée. Si vous jouez si on commence à rentrer dans le game, à dire ok, bah tiens, je vais te prêter des sous, c'est pas de la relation d'aide, c'est du sauvetage. Enfin, c'est un des indicateurs qu'on est dans une relation de sauvetage. Donc, est-ce qu'il y a une demande clairement formulée? Le deuxième, est-ce que j'ai les compétences pour aider cette personne? D'ailleurs, quelqu'un qui dirait je sais pas, oh putain, j'ai mon toit qui fuit. Si tu n'as jamais réparé une fuite et que tu te mets à sortir la trousse à outils et essayer, c'est mal barré. Tu n'es pas en posture de vraiment pouvoir aider, tu pars dans le sauvetage et tu vas aussi rajouter, tu vas toi-même te mettre en galère. Troisièmement, est-ce que tu en as envie? Non, ça pourrait presque être le dernier, mais... C'était en deux, c'était les compétences? Il n'y a pas vraiment d'ordre, c'est les 4, tu vois. Est-ce que j'en ai envie? Est-ce que j'en ai envie? Je dirais que c'est peut-être même la plus importante à la fin. Est-ce que j'en ai envie? Voilà, fondamentalement, si cette personne me dit je sais pas de quoi partir en vacances, est-ce que j'ai vraiment envie de lui donner des sous? Ou cette personne me dit je suis malade. Ouais, ou là, déboucher les chiottes. J'ai quand même le droit de me poser la question, est-ce que j'ai envie de déboucher les chiottes là tout de suite maintenant? Et donc voilà, est-ce que j'en ai envie? Parce que si je fais quelque chose contre mon envie, ben c'est pas de l'aide, encore une fois, c'est du sauvetage. C'est-à-dire que je me sacrifie moi pour faire quelque chose pour quelqu'un. Et le dernier, je l'ai oublié là déjà, et tout à l'heure aussi. Les ressources et compétences, c'est pareil. Ouais, bah oui. Est-ce que j'ai les compétences? Est-ce qu'il y a une demande clairement formulée? Est-ce que j'ai les compétences? Est-ce que j'en ai envie? Est-ce que l'autre est prêt à faire plus de 50% du travail? Ah oui, c'est vrai. Et c'est important, le plus de 50%, je peux mettre jusqu'à 49%. Il faut que l'autre fasse 51%. Même 50-50, ça ne le fait pas. Quelqu'un qui vient vous demander de l'aide et que vous devez faire 50% du truc pour lui, c'est déjà pas un problème. C'est déjà un problème. Ouais, ça m'a vraiment plu parce que, je sais pas, ce côté de 50%, 49%, je sais pas, je trouve que c'est un bon indicateur. Parce que ça veut dire que si la personne elle reste là en face sans rien faire, en fait ça m'a donné déjà l'indication que waouh, en fait là je suis en train de prendre beaucoup plus que 50% et non, c'est pas ok. Elle va à un moment donné m'en vouloir et repasser en bourreau. Oui, parce qu'à un moment, si elle prend pas 50%, ça veut dire que nous on est censé faire plus que 50%. Donc factuellement, même si c'est dur d'estimer c'est quoi le 50%, je pense que tu captes dans l'énergie que et voilà, il y a une idée quoi. C'est de le sentir, est-ce que là je trouve ça juste? Et si on se prend en charge plus de 50% de la résolution du problème de la personne, que ce soit un besoin émotionnel ou autre, bah, ça nous fait déjà moins d'énergie pour nous. On ne peut pas donner plus de 50% des choses pour les autres parce que sinon au bout d'un moment il n'y en a plus assez pour nous et c'est nous qui nous retrouvons de nouveau en posture où on fait plus ce qu'il faut pour nous et on va aller rechercher d'autres gens pour nous sauver. Donc là, c'est la chaîne du partage, du sauvetage. Alors du coup, l'idée, c'est les 4. Évidemment, s'il y a les 4, genre il y a une demande clairement formulée, je suis capable de le faire, j'ai envie, bon là, j'ai même envie de la mettre en dernier, l'autre est prêt à faire plus de la moitié du taf et en plus j'ai envie de l'aider, bah go, c'est pas du sauvetage, je suis conscient de ce qui se joue, c'est clarifié avec l'autre personne, je vois qu'elle est aussi prête à faire des efforts, j'en suis capable, j'en ai envie, elle me l'a clairement dit, why not? Après, j'ai quand même le droit justement de dire non, même si j'en ai envie parce que peut-être j'ai pas le temps, j'ai pas ceci, voilà, tout est possible. Mais là, on peut dire oui, on est dans une vraie relation d'aide, donc j'aide quelqu'un. Si on a que 3 sur 4, attention, on a le droit d'y aller, mais attention, faut être conscient que c'est pas tous les trucs optimaux. Et si on a moins de 2, enfin moins de 3, no go, ça va partir en couille. En fait, dans l'idée, si on a 3, ça veut dire quand même que je suis ok de moi à moi, de me sentir libre à des moments, de pouvoir dire écoute là, ça va trop loin. Parce qu'il y a ça aussi, pour beaucoup, et je me mets dedans, ce qui est compliqué à des moments, c'est qu'on ne dit pas non, mais après en plus on est pris au piège et on ne repose plus la limite. Bien sûr, bah ouais, après il y a le côté pied dans la porte et puis c'est parti. Donc voilà, je trouvais ça intéressant. C'est toi qui m'as fait penser au Triangle Karman. Et il y a
le 2. Évidemment, là, ne vous imaginez pas qu'on est H24 en train de se poser ces questions-là. C'est juste de temps en temps. Il faut choisir ses combats, comme le disait mon pote Benoît Voshtenka. Je choisis mes combats. On peut pas combattre sur tous les fronts. Par contre, quand il y a des sujets importants, soit qui se répètent en couple, par exemple, soit qui d'un coup vraiment viennent éveiller un fort problème ou une grosse énergie. Ou alors, on l'a fait, voilà, on est repartis tous les deux dans ce triangle dramatique, mais vu qu'on a des process quand même de communication, pendant ces process, on peut en reparler. Et vu que c'est des process qui sont vraiment faits pour que nos deux systèmes nerveux restent quand même apaisés, ça veut dire qu'on va... Ça pèse déjà, parce que... Pas qu'ils restent apaisés, parce que souvent ils sont déjà dérégulés quand il y a... Oui, mais là je parle pas du process vraiment de répertoire, je parle plus du feedback où ça va... Ok, pour ça. Mais je disais juste, imagine, s'il y a eu un triangle de Karpman, en général les deux systèmes sont dérégulés derrière, au moins temporairement. Oui. Mais je parlais d'un moment où on en reparle, on pose les choses. Et, et du coup on peut dire, écoute là, moi j'ai senti que ça m'a mis dans tel inconfort. Vraiment chacun, du coup les deux reprennent leurs responsabilités pour, ah oui d'accord, ça m'appartient. C'est moi qui vais soit me le travailler toute seule, soit je vais me faire une petite séance de thérapie. Voilà. Mais voilà, ça nous arrive aussi moi, et je pense même que ça nous arrive d'autant plus qu'on en est... Enfin, il y a peut-être des choses qu'avant on n'aurait même pas vu, ça arrivait mais on s'en rendait pas compte. Là, quand tu es un peu conscient de ces trucs-là, tu es un peu plus pointilleux, tu es plus sensible aussi. Le curseur, il est un peu plus mis sur là, il y avait peut-être quand même un petit truc. On pensait qu'il s'agissait que de la préparation d'un repas, mais en vrai, tu as vu, il y a eu un petit truc en plus. Mais ouais, moi j'adore partager à mes consultants et mes consultantes que c'est pas parce que je suis thérapeute et que mon chéri est coach que des sujets on n'en a pas, que ce fameux triangle, ça nous arrive aussi de rejouer à ces jeux psychologiques. Et puis encore une fois, le triangle, encore une fois, il existe pour une bonne raison aussi, c'est que c'est pour nous donner de l'énergie dans des endroits, l'énergie psychique, émotionnelle, tout ce qu'on veut, dans des endroits où on n'est pas capable de s'en donner. Donc à un moment, on est des êtres humains en chemin, on fait comme on peut. Je pense qu'on est tous les deux plus à même de prendre en charge nos propres besoins qu'il y a quelques années, qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans. Il nous reste encore quelques années de vie sur cette planète pour se perfectionner. Et en attendant, il y a des moments, c'est jeux psychologiques, parce qu'on se fait prendre dans le bouillon et puis on ne capte pas ce qui se joue. Juste l'idée, c'est un peu, je reprends cette métaphore beaucoup ce temps-ci, c'est ok, tu es en train de méditer, faut pas s'en vouloir en plus de s'être laissé embarquer dans les pensées, juste on se dit on s'est laissé embarquer dans les pensées, on s'est laissé embarquer dans un triangle de Karpman. On se détend, on respire et on fait ce qu'il faut pour revenir sur le souffle, si je continue la métaphore de la méditation, ou justement pour revenir dans un système nerveux posé en couple, reconnecté à deux. Parce qu'en général, quand il y a triangle de Karpman, il n'y a plus être à deux, là, il y a gros mur entre les deux, séparation. Enfin, il y a une distance. Il y a une distance, voilà. Donc voilà, pour moi, on a un peu fait le tour. Ce que c'était, comment ça se manifeste, comment on en sort. Allez, tiens, peut-être pour finir, ce serait quoi pour toi de ce que tu as vu, les jeux psychologiques auxquels nous, peut-être, on joue, ou les couples en général, si on pouvait en donner 2 ou 3 pour aider les gens à y prêter attention, quoi, tu vois. Je pense en général, les mecs ont probablement plus le rôle en général de persécuteur ou sauveur. En général, la femme, elle est un peu plus victime. Bon, moi, je suis ma belle victime parfois aussi, quand même, chérie. C'est un petit drama queen. Mais oui, peut-être. J'ai l'impression, moi aussi, de voir plus des mecs, et c'est plus dans la caricature, surtout avec notre femme. Enfin, on veut trouver des solutions, prendre soin, ou à un moment lui dire bon, vas-y, un peu d'énergie masculine, là, bouge-toi le cul. C'est pas la femme qui dirait chérie, j'ai grossi. Ouais, va au sport. Ça, c'est plus persécuteur plutôt que de dire ok, chérie, c'est quoi ton besoin d'être entendu? Oui. Tu es très jolie quand même, et qu'est-ce que tu essayes de me dire? Ça va pas l'aider, enfin ça peut aider de dire à un moment bouge-toi le cul et va au sport, mais c'est peut-être mieux d'essayer d'autres techniques avant. Donc victime un peu plus féminine. Victime et sauveur aussi, je pense, les femmes quand même. Oui, victime et sauveur. C'est encore une fois, des caricatures, parce qu'on joue tous tout. Vous allez dire, voilà, on joue tous tout, donc c'est dur de vraiment dire... Dans tous les cas... Déjà, je quand pense on a besoin, pardon. Vas-y.
J'allais dire, quand on a besoin d'aide, la première posture qui va être présente, en fait, c'est victime. Quand j'ai besoin d'aide, tout à fait. Je vais faire cette première étape où je suis victime de ce que j'ai vécu. Tout à fait. Et en même temps, si on est victime et qu'on voit si on se positionne en victime et qu'on voit quelqu'un d'autre en victime, plutôt que d'aller se reconnaître soi-même en victime, là, on va aussi passer en sauveur, histoire d'avoir au moins quelque chose, puisqu'on ne comprend pas. Donc c'est vrai que je pense qu'on joue vraiment tous tout, et c'est presque plus individuellement à chacun. En général, moi, je me souviens quand j'en parle de ce genre de truc, les gens disent « Ah ouais, je vois le rôle que je joue dans mon couple. » quoi. Tu vois, je pense à un des clients du cercle un jour qui m'a dit « Oula, putain, alors moi, c'est persécuteur plus, quoi, tu vois, dans le couple. » Et donc chacun, je pense, voit un peu le rôle principal qui finit par jouer. Quoi. Si on peut dire là, moi dans notre couple, je vois plus des moments où je fais soit victime, soit sauveuse. J'arrive pas trop à voir quand je fais persécuteur avec toi. Non, je pense. J'arrive pas trop à le voir. Sûrement si... si tu restes un peu trop victime. Ouais, ou si... non, ou j'allais dire justement le coup classique de la scène dans We Make, quoi. Si justement t'arrives un peu en victime et je fais que sauveur, à un moment tu vas me dire tiens, tu casses les couilles, t'as rien compris, de toute façon tu cherches que des solutions, je voulais juste être entendu. Et là d'un coup je suis en mode ah merde. Et voilà, donc ça. Mais c'est vrai que naturellement je pense que c'est moins ton inclinaison naturelle. Quoi. Ouais. Je pense que c'est pas mal déjà. C'est pas mal, oui. Là, est-ce que tu vois autre chose qui te. Non, j'allais dire, si vous avez beaucoup de sauveurs à l'intérieur de vous, allez faire du bénévolat. Ou mettez-vous dans des métiers d'aide, quoi. Enfin, de le mettre à contribution à un endroit où il y a vraiment une demande claire formulée. Ça me fait penser. Ça me fait penser à ça, mais après. Ça me fait penser, je vais me mettre là-dedans par rapport aux discussions qu'on a eues là même aujourd'hui, chérie. Je me souviens un jour de. Pareil, encore une fois, je vais pas le citer à tous les épisodes, mais Franck Lobvé, quand je lui avais. Enfin, je sais plus, je lui avais posé une question en moi, ok, comment faire un peu ce que tu fais, genre juste balancer, parce que tu vois, il y a un côté où il balance un truc, ça pourrait être à moitié du sauveur, à moitié du persécuteur, tu vois, dans les deux. Je dis, bah comment faire ça vraiment un peu comme métier ou de façon plus professionnelle. Il dit, fais-toi payer. Non, mais il y avait une notion de justement pour déjà si vous êtes payé, genre pour les gens. Nettoyer l'énergie. Et il y a plein de thérapeutes qui sont. Si t'es du genre, ah, tous les gens viennent se plaindre et puis moi je prends soin, ouais, bah fais thérapeute et fais-toi payer. Au moins, les gens, s'ils viennent se plaindre dans ton cabinet, au moins déjà, il y a une demande d'aide clairement formulée, puisqu'ils sont arrivés, ils te donnent des sous, donc ils font déjà au moins 50% du taf en te donnant un peu des sous. Si tu en as les compétences, ben, tu te formes, et puis, enfin, tu te formes pour ça, et puis si tu en as envie, à la limite, déjà, si tu es payé pour le truc, ça peut rajouter à cette envie, quoi. Et j'avais bien aimé, c'est pour ça que je pense qu'à des endroits dans la relation d'aide, pourquoi est-ce que l'argent assainit le lien, c'est aussi parce que ça contribue de ce truc. Pour donner de l'argent, il faut qu'il y ait quelqu'un qui donne de l'argent à quelqu'un d'autre qui du coup a envie de le recevoir, ou en tout cas ça fait partie de ouais, est-ce que j'ai envie de t'aider, de t'aider? Non. Ah, 100 balles? Ok, peut-être avec 100 balles, là je suis ok. Ça va me coûter de l'énergie, il va falloir charbonner, mais il y a déjà un échange qui est un peu plus productif. Donc je me dis pour tous ceux qui se reconnaissent dans le sauveur, allez faire thérapeute et puis faites-vous payer et ce sera cool, quoi. Et limite la personne, ça la sort déjà un peu de sa posture de victime, parce que si elle-même elle fait la démarche de venir et dire j'ai besoin d'aide et en donnant des sous, en vrai déjà elle sort du rôle de victime pour rentrer dans j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'aide, je fais une demande. Et ça paradoxalement, dans ce triangle, comme on l'a dit, la victime, c'est quelqu'un qui ne formule pas une demande. C'est pas parce qu'on a le droit d'être victime de quelque chose tous les jours et d'être en galère et de dire j'ai besoin d'aide, là on n'est plus vraiment une victime, au sens, encore une fois, au tribunal, si, on peut être victime parce que quelqu'un nous a tapé dessus, nous a fait ceci, nous a volé quelque chose, mais dès qu'on passe à demander de l'aide clairement, on sort dans le triangle de Karpman de la victime pour reprendre un peu le pouvoir, et là... rentrer dans une démarche d'aide. Voilà, et rentrer dans une démarche d'aide, quelle qu'elle soit. C'est important de différencier, je pense, vraiment la victime de la victime légale, quoi, et le persécuteur du persécuteur légal, même s'il y a un endroit où ça se recoupe. Voilà, c'est ça qui me venait, moi. Okay. Tous les sauveurs, formez-vous et demandez des sous pour aider. Non mais c'est vrai, c'est pas une blague en plus. Parenthèse aussi, là on a pris donc le triangle de Karpman dans des jeux psychologiques, on va dire classiques. Oui. On rentre pas dans des situations de violence, après on a des vraies victimes qui sont frappées, insultées, là c'est une autre catégorie de victimes. Donc, mais il n'empêche qu'elle joue quand même le rôle de victime dans le triangle de Karpman, oui. si
à un moment, elles ne font pas de demande clairement formulée, Bien sûr. d'aide. Mais Ou... on va dire que dans la démarche, ça sera encore... C'est plus lourd, il y a plus de choses à mettre en place. Mais justement, tant qu'elles ne font rien pour être aidées, tu peux pas aider quelqu'un qui cache tout en silence et qui, tu vois, c'est aussi ça. Donc je fais la différence entre la victime légale et la posture de victime où je ne mets rien en place, je fais même pas 50% du travail pour sortir de cette situation et j'espère que peut-être quelque chose va se passer, tu vois. C'est juste cette différence. Pour moi, c'est la différence entre la posture et la réalité légale du statut de victime, quoi, qui est pas du tout le même. On est d'accord. On est d'accord. Le pouvoir aux gens. Non mais genre, c'est ça, le seul... Prendre sa responsabilité. C'est ça, la seule idée de ce truc-là, c'est de prendre sa responsabilité, mais dans le bon sens de, à des endroits, oui, on peut être une victime, mais même au sein d'une vraie victime, il y a un endroit pour reprendre sa responsabilité, pour réussir un peu à en sortir du côté victime légal. Et sachant que prendre sa responsabilité, c'est pas des trucs de faux, quoi. C'est vraiment faire un petit pas, un petit pas. Pour déjà commencer à demander de l'aide. Voilà. On est bon. On est bon. Des bisous. Bisous.